Bonjour, chers élèves. Donc, cette séance, je vais la consacrer pour faire un résumé du premier chapitre, deuxième semestre, les fonctions de communication. Et cette séance sera destinée pour les élèves de la troisième année collège, parcours international. Et je vais réaliser une autre séance pour les autres élèves de l'autre parcours, c'est-à-dire qui étudie les SVT en arabe. D'accord? Donc, je vais commencer. Donc, on sait que notre corps, bien, nous, on reçoit des différents stimulus du milieu extérieur et par la suite, on va réagir à ces stimulus-là. Et là, on va réaliser on parle de deux fonctions de communication, des fonctions en relation avec le système nerveux, avec les différentes activités nerveuses, et des fonctions en relation avec le système musculaire, puisque nous, on va réagir à ces stimulus et on va réaliser par la suite des activités, soit des activités motrices volontaires ou bien involontaires. Et là, vous avez parlé de la motricité involontaire ou bien les réflexes. Donc, je vais tout d'abord parler du système nerveux. Donc, le système nerveux, vous avez étudié trois activités, à savoir les sensibilités conscientes, les motricités volontaires et les motricités involontaires ou bien les réflexes médulaires ou bien de flexion. D'accord? Donc, je vais commencer par le système nerveux et par la suite, la deuxième partie sera consacrée pour le système musculaire. Donc, les trois activités nerveuses en relation avec notre système nerveux, on a la sensibilité consciente, c'est-à-dire les cinq sens, la motricité volontaire et les réflexes médulaires. Et on va détailler chaque activité nerveuse. On va commencer tout d'abord par la sensibilité consciente. Tout d'abord, on va parler de la vision. Donc, on sait que l'œil, c'est l'organe de sens, ou bien le globe oculaire, en général, c'est l'organe de sens qui reçoit le stimulus du milieu extérieur. Donc, notre œil, il est stimulé par un stimulus qui est visuel. Il s'agit là de la lumière. D'accord? Donc, les différents éléments de l'œil, les principaux éléments de l'œil, on parle tout d'abord de la cornée, c'est un élément qui est transparent. Après, l'humeur aqueuse, après le cristallin, après l'humeur vitrée. Et par la suite, on va passer vers la rétine à ce niveau-là, puis le nerf optique. D'accord? Donc, les différents éléments de l'œil, ces éléments transparents, d'où passe la lumière, et ce sont des éléments transparents qui vont laisser passer la lumière, l'objet qui est éclairé, et cet objet-là, il va être capté au niveau de la rétine. D'accord? La pupille, il va nous permettre de laisser passer cette lumière-là. D'accord? Et une fois, on va passer vers la rétine. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des cellules photoréceptrices. Et là, on parle de deux types, les cônes et les bâtonnets. D'accord? Les cônes, ce sont des cellules photoréceptrices qui sont très sensibles, c'est-à-dire il va nous permettre de recevoir des lumières qui sont bien les couleurs, alors que les bâtonnets nous permettent de voir les choses même pendant l'obscurité. Donc, au niveau de la rétine, on a ces récepteurs sensoriels, les cônes et les bâtonnets. Et le message visuel, elle sera élaboré à ce stade-là, à ce niveau-là, la rétine. Par la suite, il va être traité vers le centre nerveux. Et là, on va parler de l'aire visuelle. Donc, un message nerveux qui va naître au niveau de la rétine et par la suite, il va passer à travers le nerf optique
pour être traité au niveau du lobe occipital. Et c'est là où on va trouver l'aire visuelle. Voilà. À ce niveau-là, on trouve le chiasma optique. D'accord? Et l'influx nerveux visuel va passer vers cette zone-là. C'est l'aire visuelle au niveau du lobe occipital. Donc, comment s'effectue le traitement de l'influx nerveux visuel? Bien sûr, on parle de l'œil, l'organe de sens, en relation avec la vision. Le nerf optique qui va transmettre l'influx nerveux visuel vers l'aire visuelle située au niveau du lobe occipital. Et au niveau de ce centre nerveux, le message nerveux visuel va être traité. Donc, l'aire visuelle, il va recevoir l'influx nerveux visuel, il va par la suite le traiter pour l'interpréter et par la suite le corriger. Et là, on va parler de deux zones. Donc, l'aire visuelle centrale et l'aire visuelle secondaire. C'est là où l'influx nerveux visuel va être traité et détaillé. C'est-à-dire, on va voir les objets colorés, la forme et l'aspect des objets et tout ça. Il faut savoir aussi que une fois l'image captée au niveau de la rétine, elle est rétrécie et inversée. Pourquoi? Parce que la lumière, elle passe à travers les éléments transparents de l'œil. Et parmi ces éléments-là, on trouve le cristallin qui joue le rôle d'une lentille convergente qui va inverser et rétrécir l'image. Et là, on voit une image qui est c'est une image qui va être traitée, qui doit être corrigée au niveau de l'aire visuelle. Comme vous pouvez le voir là, l'objet, elle est inversée et rétrécie. Il va être traité et là, le nerf optique qui va jouer le rôle du conducteur sensoriel. Et voilà le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux visuel depuis le récepteur sensoriel vers le centre nerveux visuel. Donc là, on a un stimulus, et bien sûr, c'est la lumière qui va stimuler l'œil pour capter et pour produire un message nerveux visuel, et plus précisément au niveau de la rétine avec les cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. Donc là, l'influx nerveux visuel sensitif va passer à travers le nerf optique qui joue le rôle du conducteur sensoriel, puis toujours le sens, il va prendre un influx, il va prendre un sens centripète ou bien afférent vers l'aire visuelle, et c'est là où l'influx nerveux va être traité et l'image va être traitée et interprétée. On va passer maintenant à la deuxième sensibilité, c'est le toucher. Et on sait que la peau, c'est l'organe de sens qui est en relation avec le toucher. Et cet organe-là, il renferme des récepteurs, bien des capteurs sensoriels qui sont très sensibles au toucher. Et bien sûr, on a plusieurs types de récepteurs sensoriels en relation avec la peau. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir là, en bleu, on a des récepteurs qui se trouvent à l'extrémité de la peau, l'épiderme, qui sont très sensibles, même à un léger toucher. On a par exemple le corpuscule de Messner, qui est sensible à un stimulus qui est par exemple une faible pression. Comme on peut voir aussi le corpuscule de Pacini, ce récepteur-là, il est sensible à une pression qui est très forte. Comme on peut trouver aussi des récepteurs en relation avec la chaleur, bien la température. Donc, par la suite, au niveau de ces récepteurs sensoriels en relation avec la peau, va naître un message nerveux sensoriel. Et ce message nerveux, il va passer bien sûr à travers la moelle épinière, qui va jouer le rôle là d'un conducteur sensoriel pour être traité au niveau du cerveau, et plus précisément au niveau de l'aire de la sensibilité générale.
C'est au niveau de ce centre où l'influx nerveux tactile va être traité et interprété, et nous, on va sentir l'aspect ou bien la température, ou bien la pression, est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est élevé, et tout ça. Et voilà le schéma fonctionnel des éléments intervenant dans la sensibilité du toucher. Par exemple, là, on a un léger toucher, une pluie, la peau qui joue le rôle d'un organe de sens, car il renferme des récepteurs sensoriels, un influx nerveux sensitif tactile qui va naître à ce niveau-là, qui va être conduit à travers le nerf tactile, puis la moelle épinière est toujours vers un sens centripète ou bien afférent, vers l'aire de la sensibilité générale. Donc, ce centre sensoriel va sentir, par exemple, une pression, et là, on a un léger toucher. Passons maintenant à la sensibilité de l'ouïe. Donc, on sait que l'organe de sens, c'est l'oreille, qui va capter, bien sûr, cette fois-ci, des stimulus sonores ou bien des vibrations sonores. Et l'influx nerveux auditif va être traité vers, ou bien au niveau du centre nerveux auditif. C'est l'aire auditive. L'image, il représente une coupe au niveau de l'oreille. On sait que l'oreille, elle est détaillée ou bien répartie en trois parties. Là, on a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Au niveau de l'oreille interne, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des récepteurs sensoriels en relation avec l'oreille. Et là, on parle du tympan et des cellules ciliées. Ces cellules qui sont très sensibles à des vibrations sonores et qui vont capter, bien sûr, le son et par la suite le transformer en influx nerveux sonore. Et bien sûr, le message nerveux auditif, il va être traité à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de l'aire auditive. Il faut savoir aussi que les cellules ciliées, ou bien ces capteurs-là qui vont capter les vibrations sonores, ils sont très sensibles. Ils ne peuvent pas se renouveler. C'est-à-dire un bruit qui est très très fort, il peut endommager ces cellules ciliées, et par la suite, cette destruction, elle est irréversible, elle est irrémédiable, et par la suite, on va perdre la sensation d'écouter les vibrations ou bien les sons, et par la suite, ça peut engendrer un autisme. C'est-à-dire la personne il devient sourde. Voilà le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux auditif depuis le récepteur sensoriel vers le centre nerveux auditif. Bien sûr, l'oreille est stimulée par exemple, par différents sons, à savoir bruit, musique, sonnerie, etc. L'oreille qui renferme les cellules ciliées, ces récepteurs sensoriels en relation avec l'ouïe, un influx nerveux sensitif auditif qui va naître au niveau de ces récepteurs, qui va être conduit à travers le nerf auditif, qui joue le rôle d'un conducteur sensoriel, toujours un sens centripète afférent vers l'aire auditive. Et c'est là où le son va être traité et interprété, et nous, on va écouter, par exemple, le son. Il s'agit d'un son qui est très fort, très faible, musique, sonnerie, etc. Voilà. Maintenant, c'est une autre sensibilité. Cette fois-ci, c'est le goût. Et on sait que l'organe de sens en relation avec le goût, bien sûr, c'est la langue. Mais la langue, il renferme des papilles. Ce sont des récepteurs, des papilles gustatives. Et nous, on peut déguster plusieurs saveurs, à savoir, par exemple, un goût salé, sucré, amer, acide. Voilà ces papilles gustatives qui vont capter ces différents goûts. Et par la suite, bien sûr, le message nerveux gustatif ne va pas être traité au niveau de la langue, parce que la langue, il joue juste
le rôle d'un capteur, d'un récepteur, ou bien d'un organe de sens qui renferme ces capteurs-là ou bien ces papilles gustatives. Et voilà les différents goûts, salés, sucrés, acides, amers. Il existe aussi un autre goût, c'est l'umami, en relation avec les saveurs ou bien les goûts pimentés. Et là, l'image, il représente la relation entre cet organe de sens, la langue, avec le centre nerveux, c'est l'aire gustative, et bien sûr, les nerfs qui vont conduire l'influx nerveux gustatif depuis l'organe de sens vers le centre où le message nerveux gustatif va être traité et interprété. Et voilà, comme toujours, le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux gustatif du récepteur sensoriel vers le centre nerveux gustatif. Là, on a un stimulus, par exemple un aliment, la langue qui renferme les papilles gustatives, l'influx nerveux sensitif gustatif qui va naître au niveau de ces récepteurs, le nerf gustatif qui va conduire l'influx nerveux gustatif, toujours sens centripète. C'est quoi un sens centripète? C'est-à-dire depuis l'organe de sens vers le centre nerveux. On dit sens centripète ou bien afférent. Et voilà l'aire gustative qui va traiter la nature ou bien l'influx nerveux gustatif et par la suite, on va déguster l'aliment. La dernière sensibilité consciente, c'est l'odorat. Et on sait que le nez, c'est l'organe de sens en relation avec l'odorat et le nez, bien sûr, qui renferme les narines. C'est là où l'influx nerveux va naître, il va se produire et par la suite, il va passer à travers le nerf olfactif vers la zone de l'odorat ou bien l'aire olfactive. Lorsqu'une molécule odorante il arrive au fond des fosses nasales, donc un message nerveux électrique qui va naître et par la suite il va être transmis vers l'aire gustative, l'aire olfactive et c'est là où on va sentir l'odeur. Et voilà le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux olfactif depuis le récepteur sensoriel vers le centre nerveux olfactif. Et là, le nez qui renferme les narines, l'influx nerveux sensitif olfactif, le conducteur, là il s'agit du nerf olfactif, toujours un sens centripète afférent vers l'aire olfactive, ce centre sensoriel qui va déterminer la nature de l'odeur. Maintenant, on va passer à la deuxième activité nerveuse. Là, il s'agit de la motricité volontaire, c'est-à-dire ces mouvements-là qui nécessitent l'intervention de notre volonté. Et bien sûr, ils ne sont ni automatiques ni prévisibles. Une observation clinique qui va nous permettre de connaître le centre nerveux responsable de ces mouvements volontaires. Et là, comme vous pouvez le voir dans cette image-là, c'est une anomalie congénitale, c'est l'anencéphalie. C'est une malformation congénitale du système nerveux central provenant d'une absence ou bien d'une anormale ou bien d'une malformation causant un manque total ou bien partiel de l'encéphale. Et on sait que l'encéphale, c'est l'ensemble cerveau, cervelet et le tronc cérébral, mais également du crâne et du cuir chevelu aussi. Donc, cependant, les enfants qui naissent avec cette malformation, ils ne peuvent ni sentir, ni réaliser une activité volontaire, c'est-à-dire très souvent, ils sont également aveugles, sourds, ils ne peuvent ressentir la douleur et tout ça. Donc, cette observation, il va nous mener pour chercher le centre nerveux responsable de la motricité volontaire. Et là, on a réalisé une expérience avec une grenouille. On va la décérébrer, c'est-à-dire, c'est quoi décérébrer? On va détruire son encéphale. Et par la suite, on va la stimuler visuellement. Comme vous pouvez voir là, on a décérébré et on va la stimuler visuellement.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que la grenouille il reste immobile, même si on s'approche d'elle. Pourquoi? Parce que tout simplement, son encéphale, elle est endommagée, elle est détruite. Donc, cette expérience, il nous permet de dire que le centre nerveux responsable des mouvements volontaires, bien sûr, c'est l'encéphale et plus précisément le cerveau. Donc, une autre observation, et cette fois-ci, c'est l'imagerie par résonance électrique, c'est l'imagerie médicale du cerveau. Là, on a un sujet atteint d'un AVC, voilà, une partie qui est lésée, et un sujet sain. Il y a une différence entre les deux. Donc, l'imagerie médicale du cerveau, il va nous permettre de déterminer le centre nerveux responsable, par exemple, pour réaliser un mouvement volontaire. Par exemple, je vais prendre le stylo et écrire avec la main droite. Et par la suite, cette technique-là, c'est-à-dire l'IRM, il va me permettre de déterminer la partie ou bien la zone qui va donner l'influx nerveux moteur et par la suite, je vais réaliser le mouvement volontaire. Donc là, voilà la zone responsable des mouvements volontaires. Et voilà le cerveau avec les différentes parties, le lobe temporal, occipital, pariétal et frontal. Et bien sûr, le cortex moteur, c'est-à-dire l'aire de la motricité volontaire, elle est située au niveau de cette zone-là. C'est le lobe frontal, en avant du sillon de Rolando. D'accord? Et c'est là où naissent les différents influx nerveux moteurs en relation avec la motricité volontaire. Voilà. Donc, cette image-là, il nous montre les différents organes du corps. Voilà, par exemple, la main, les différentes parties du visage, la langue, à titre d'exemple. Et pourquoi on a ce schéma-là? Pourquoi on a attribué à la main une grande surface? Tout simplement, on réalise avec nos mains différentes activités. Et donc, la surface réservée à la main, elle est très, très élevée. C'est-à-dire, la main, elle occupe une zone qui est très, très espacée au niveau du lobe ou bien au niveau du cerveau, plus précisément au niveau de l'aire de la motricité volontaire. Même chose pour la langue aussi. Donc, au niveau de cette zone, un influx nerveux moteur, il va naître, plus précisément au niveau, bien sûr, des neurones, les neurones moteurs, et par la suite, il va passer à travers la moelle épinière qui joue le rôle d'un conducteur moteur vers les nerfs moteurs, puis vers les organes effecteurs. Et c'est là où il y a la libération des neuromédiateurs ou bien les neurotransmetteurs, à savoir l'acétylcholine, qui va permettre de transmettre l'influx nerveux moteur depuis le neuromoteur vers les fibres musculaires ou bien tout simplement vers les organes effecteurs. Et là, je parle des muscles. Et on va parler de l'activité musculaire lorsqu'on va passer vers le système musculaire. Et voilà le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux moteur depuis l'aire motrice vers l'effecteur moteur. Donc, au niveau de l'aire motrice, et comme je viens de dire, situé en avant du sillon de Rolando, au niveau du lobe frontal, se produit l'influx nerveux moteur qui va passer, bien sûr, à travers la moelle épinière et le nerf moteur. Toujours, là, on va parler d'un autre sens. C'est un sens centrifuge, efférent aussi. C'est quoi centrifuge efférent? C'est-à-dire depuis le centre nerveux, là on parle de l'aire motrice, vers les organes effecteurs. Lorsqu'on parle d'un sens centripète afférent, c'est depuis l'organe de sens vers
les centres nerveux. Mais cette fois-ci, on parle d'un sens centrifuge efférent, c'est-à-dire depuis le centre nerveux vers les organes effecteurs. Et là, on a les muscles comme organes effecteurs, bien sûr, qui vont effectuer le mouvement. Voilà. On va passer maintenant vers la troisième activité nerveuse. Là, on va parler des réflexes médulaires, dit aussi de flexion ou bien les réflexes spinales. Donc, ce sont des mouvements involontaires, immédiats, rapides, qui répondent à une excitation d'un organe de sens. Voilà. Pour déterminer les éléments intervenants dans ce mouvement réflexe, on va réaliser différentes expériences. Cette fois, en premier lieu, on va tremper l'extrémité de la patte postérieure droite d'une grenouille intacte dans une solution acidulée, c'est-à-dire, c'est quoi intact? C'est-à-dire une grenouille saine. Comme vous pouvez voir là, lorsqu'on l'a excité avec une solution acide, là, elle a retiré les membres postérieurs. Donc là, comme conclusion, on va dire là qu'il a réalisé un réflexe, un mouvement involontaire. On va chercher les organes intervenants dans ce mouvement réflexe. La deuxième expérience, on va détruire l'encéphale d'une grenouille et on va la simuler visuellement. Pourquoi? Pour conclure par la suite, est-ce le centre nerveux en relation avec les mouvements réflexes? Est-ce le cerveau, comme on vient de voir pour les motricités volontaires, ou bien un autre centre nerveux? Donc là, l'expérience. Donc, lorsqu'on va détruire le cerveau, comme on vient de voir, il ne va pas réaliser un mouvement volontaire. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est en relation avec le mouvement volontaire. Mais lorsqu'on va la simuler, il va réaliser un mouvement réflexe. Là, il s'agit d'une grenouille décérébrée, spinale. Pourquoi j'ai dit spinale? Il garde encore sa moelle épinière. Donc là, il a réalisé un mouvement réflexe et là, son cerveau, il est endommagé, il est détruit. Donc, par la suite, on va conclure que lors des réflexes médulaires ou bien des mouvements involontaires, le centre nerveux, ce n'est pas le cerveau. D'accord? On va chercher d'autres organes intervenant dans les mouvements réflexes. Cette fois-ci, on va détruire la moelle épinière. Pourquoi? Pour la simple raison, pour conclure que le centre nerveux en relation avec les mouvements involontaires, c'est la moelle épinière, bien sûr. Parce que là, lorsqu'on a détruit la moelle épinière de cette grenouille-là et on l'a excitée, elle n'a pas réalisé une réaction ou bien un mouvement. Donc, on ne voit aucune réaction. Par la suite, on va conclure que le centre nerveux en relation avec les mouvements involontaires, c'est la moelle épinière. Pourquoi? Pourquoi le centre nerveux et la moelle épinière? Pour la simple raison, parce que la moelle épinière, c'est le centre nerveux le plus proche. Et pour la majorité des réflexes de flexion, c'est pour éviter le danger. Et le centre nerveux le plus proche pour éviter le danger, bien sûr, c'est la moelle épinière. À savoir, les deux centres nerveux en relation avec soit les mouvements volontaires, là on a parlé du cerveau et les mouvements involontaires, ils renferment les neurones. C'est pour cette raison qu'on a dit les centres nerveux. Cette fois-ci, on va anesthésier l'extrémité de la patte postérieure droite d'une grenouille décérébrée spinale, c'est-à-dire une grenouille qui garde encore sa moelle épinière. On va l'anesthésier avec un anesthésiant. À titre d'exemple, on a l'éther. Puis, on va tremper la même patte dans une solution acidulée. Qu'est-ce qu'on voit par la suite?
On voit que la grenouille, donc là, lorsqu'on va l'anesthésier, et par la suite, on va l'exciter. Donc là, on a anesthésié la grenouille, on va l'exciter avec une solution acidulée. Donc là, il ne va pas effectuer un mouvement. Mais l'autre patte, qui n'est pas anesthésiée, donc là, on va voir qu'il va réaliser un mouvement réflexe. Elle a réagi avec ce stimulus-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va constater? Que la peau, c'est l'organe de sens qui intervient dans les mouvements de flexion ou bien les mouvements involontaires. Donc, on a vu que l'encéphale, c'est pas le centre nerveux, mais le centre nerveux, c'est la moelle épinière. Et cette fois-ci, le deuxième organe de sens intervenant, c'est la peau, qui joue le rôle d'un organe de sens. On va chercher les autres éléments intervenant dans le mouvement réflexe. On va passer à une autre expérience. Cette fois-ci, on va sectionner, c'est-à-dire on va couper le nerf sciatique de la patte postérieure droite d'une grenouille, toujours spinale, c'est-à-dire qui garde sa moelle épinière, mais décérébrée, bien sûr, et on simule avec une solution acidulée. Là, on va, voilà, c'est le nerf sciatique, le nerf qui se trouve au niveau de la patte. On va le sectionner, voilà. Et par la suite, on va simuler, bien sûr avec les différents stimulus. Cette fois-ci, il s'agit d'un stimulus chimique, car on a utilisé une solution acidulée. Il y a d'autres stimulus, par exemple, stimulus électrique par l'électricité, stimulus mécanique, par exemple, une aiguille, et stimulus thermique, par exemple, une bougie. D'accord? Comme résultat, on voit que la grenouille ne retire pas la patte dont le nerf sciatique est sectionné. Mais la grenouille, il a retiré l'autre patte. Pourquoi? Parce qu'il est intact et le nerf sciatique, il est toujours sain. Donc là, on va déduire que le nerf sciatique, c'est un élément intervenant dans les mouvements réflexes. Et bien sûr, il joue le rôle d'un conducteur. Et ça reste à voir quel type de conducteur. Et on va voir ça pour les expériences qui vont suivre. Donc là, une autre expérience, toujours un nerf sciatique qui est sectionné, mais cette fois-ci, on va exciter le bout périphérique du nerf sciatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bout périphérique, c'est-à-dire en dessous de la section. En dessous de la section. Voilà la section et l'excitation était effectuée à ce niveau-là, c'est-à-dire en dessous de la section, qui n'est pas en relation avec le centre nerveux, avec la moelle épinière. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la patte, a bougé. Là, il y a une flexion de la patte. Donc là, qu'est-ce qu'on va conclure par la suite? On a excité le nerf au niveau de cette zone-là et la patte a bougé, le muscle a bougé. Donc le nerf-là, il a conduit un influx nerveux moteur vers le muscle, l'organe effecteur. Donc là, qui a conduit cet influx nerveux moteur? Bien sûr, ce sont des fibres nerveuses motrices qui se trouvent au niveau du nerf sciatique. On va réaliser une autre expérience. Cette fois-ci, on va exciter le bout central. Qu'est-ce que ça veut dire, le bout central? On a excité cette zone-là en relation avec la moelle épinière. Et vous allez voir par la suite que la grenouille a retiré l'autre patte dont le nerf sciatique, elle est intact. Mais le nerf sciatique là sectionné, la patte n'a pas bougé. Mais par l'inverse,
l'autre patte a bougé. Pourquoi? Je vais vous expliquer. J'ai excité au niveau de cette zone-là. On appelle cette zone, ce niveau-là, c'est une excitation centrale. Si j'excite en dessous, c'est une excitation périphérique. Mais là, c'est une excitation centrale. Donc, un influx nerveux sensitif va naître à ce niveau-là. Il va être conduit vers la moelle épinière. Donc, la moelle épinière, c'est un centre réflexe. Il va recevoir un influx nerveux sensitif, il va le traduire en influx nerveux moteur. Donc, l'influx nerveux moteur, il va sortir de la moelle épinière vers tous les sens. Là, le nerf sciatique, il est sain, il est intact. Donc, cette patte, il va bouger. Alors que l'autre sens, là, on a le nerf sciatique qui est sectionné. L'influx nerveux moteur, il veut arriver à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'il va trouver? Un vide. Le nerf sciatique, là, elle est sectionnée. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure à partir des expériences réalisées sur le nerf sciatique? Tout simplement, le nerf sciatique, c'est un nerf double ou bien mixte, c'est-à-dire il renferme à la fois les fibres nerveuses sensitives et les fibres nerveuses motrices. C'est pour cette raison qu'on a dit que le nerf sciatique, c'est un nerf mixte. Voilà. Donc, bilan de cette activité involontaire. Lorsqu'on reçoit un influx nerveux, un stimulus, là par exemple, un stimulus mécanique, un influx nerveux sensitif qui va naître au niveau des organes sensoriels, par exemple la peau. Donc l'influx nerveux sensitif va passer vers la moelle épinière qui joue le rôle d'un centre nerveux et qui va traduire l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Par la suite, il va passer à travers les fibres nerveuses motrices vers les organes effecteurs. Et là, on va parler d'un arc réflexe. D'accord? Dans cette deuxième partie des réflexes médulaires, on va parler de la moelle épinière comme centre nerveux et la structure de ce centre nerveux. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est la moelle épinière, une section transversale qui va nous montrer cet élément-là en forme de papillon. Il s'agit de la substance grise entourée d'une substance blanche périphérique. Donc, il faut savoir que la substance grise, c'est la partie qui renferme les corps cellulaires des neurones. Pour l'encéphale, elle est périphérique. Il se trouve à l'extrémité du cortex cérébral. Alors que la substance grise au niveau de la moelle épinière, elle est centrale, entourée de la substance blanche. Donc, pour la moelle épinière, la substance grise, elle est centrale, entourée de la substance blanche. Pour l'encéphale et le cerveau, la substance grise, elle est périphérique, alors que la substance blanche, elle est centrale. Que renferment cette zone-là? Ces éléments-là, nommés les corps cellulaires des neurones. Donc, la substance grise, il renferme les corps cellulaires et les terminaisons nerveuses de ces corps cellulaires, ce sont les fibres nerveuses. D'accord? Là, on a l'ensemble des éléments qui entrent dans la constitution d'un neurone. Là, le corps cellulaire qui se situe au niveau de la substance grise. Et là, on a les extrémités. L'axone qui se termine avec des terminaisons nerveuses ou bien l'arborisation terminale. Et le bout de ces terminaisons nerveuses, on trouve les synapses. Et les synapses, ce sont l'espace ou bien les zones de jonction entre les neurones. Voilà. La moelle épinière, avec les deux substances,
substance grise centrale et substance blanche périphérique. Et bien sûr, la moelle épinière s'est située au niveau de la colonne vertébrale. Voilà les cornes antérieures de la moelle épinière et les cornes postérieures. Ça reste à voir et de connaître pourquoi on va parler de ce centre nerveux, la moelle épinière. Donc là, la moelle épinière, elle est reliée, ou bien on va parler des nerfs rachidiens qui sont reliés avec la moelle épinière, avec les racines. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le nerf sciatique, c'est un nerf mixte. Il y a aussi des nerfs rachidiens qui sont rattachés avec la moelle épinière. Ce sont aussi des nerfs mixtes. Mais comment on va conclure ça? Par des expériences de Magendie. Donc, Magendie, il a réalisé des expériences sur un chien. Pourquoi? Pour conclure et pour déterminer le rôle des nerfs rachidiens et les racines, les deux racines des nerfs rachidiens, la racine dorsale et la racine ventrale. On va commencer par la première expérience. Voilà. Voilà la moelle épinière et voilà les deux racines. La racine dorsale, on a excité le bout périphérique. On ne voit aucune réaction de la part du chien. Le bout périphérique, bien sûr, de la racine dorsale. Et comment on va distinguer entre la racine dorsale et la racine ventrale? Par ce gonflement-là, nommé le ganglion spinal. Donc, on a sectionné cette zone-là, la racine dorsale, et on a excité le bout périphérique, aucune réaction de la part du chien. Donc là, on va déterminer par la suite que cette zone-là, il va permettre de conduire l'influx nerveux au niveau de la moelle épinière. Mais puisqu'il est sectionné, l'influx nerveux, il ne va pas arriver jusqu'au centre nerveux. Là, on va parler de la moelle épinière. La deuxième expérience, on va exciter cette fois-ci le bout central. Le bout central en relation avec la moelle épinière. Donc là, on voit une réaction de la part du chien. Donc, le chien, il sent le stimulus. Pourquoi? Parce qu'on a excité cette zone-là. Et cette zone, elle est reliée avec la moelle épinière. C'est-à-dire l'influx nerveux sensitif, elle est passé vers la moelle épinière. Et par la suite, le chien a réagi. Il a plié sa jambe. Donc là, on va dire que la racine dorsale ou bien postérieure du nerf rachidien, il conduit l'influx nerveux sensitif. Voilà. La stimulation du bout périphérique n'a conduit à aucune réaction de la part du chien. Pourquoi on a réalisé cette expérience? Pour la simple raison, pour dire que l'influx nerveux sensitif, il passe toujours vers un sens centripète afférent, c'est-à-dire la racine dorsale, elle conduit l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière. C'est un sens centripète afférent. On va passer à une autre expérience. Cette fois-ci, on va déterminer le rôle de la racine ventrale ou bien antérieure de la moelle épinière. On a sectionné la racine ventrale et par la suite, on a simulé le bout périphérique en dessous de la section. Cette zone n'est pas reliée avec la moelle épinière parce que là, on voit une section. Le chien sent le stimulus sans plier sa jambe. Il sent toujours le stimulus. Pourquoi? Parce que cette racine-là, elle est intacte. Mais il ne peut pas plier sa jambe. Pourquoi? Parce que là, on voit une section, on voit un vide. L'influx nerveux moteur, il veut passer à travers cette zone-là, mais il va trouver un vide. Donc, le muscle ne va pas recevoir l'influx nerveux moteur. C'est pour cette raison, le chien, il va sentir le stimulus,
Pourquoi? Parce que la racine dorsale, elle est saine, mais la racine ventrale, elle est sectionnée. Cette fois-ci, on va stimuler le bout central qui est en relation avec la moelle épinière. Pourquoi on a réalisé cette expérience? Pour déterminer que toujours l'influx nerveux centrifuge, il prend toujours ou bien l'influx nerveux, pardon, moteur, il prend toujours un influx centrifuge, toujours à partir du centre nerveux vers les organes effecteurs. Et là, lorsqu'on a stimulé le bout central, on ne voit aucune réaction, voilà, de la part du chien. Il n'a pas retiré sa patte. Voilà. On passe à la dernière expérience. On va simuler cette fois-ci le bout périphérique. On a réalisé la même expérience avec le nerf sciatique. Et qu'est-ce qu'on a conclu par la suite? Que le nerf sciatique, il renferme des fibres nerveuses motrices qui vont conduire directement l'influx nerveux moteur vers le muscle. C'est la même chose là. On a simulé le bout périphérique, voilà, et le muscle a bougé. Le chien, il plie la jambe sans rien sentir. Pourquoi? Parce qu'on a excité directement le nerf à ce niveau-là. Là, il s'agit des fibres nerveuses motrices qui se situent au niveau de la racine ventrale et le muscle a bougé. Il a reçu l'influx nerveux moteur. Donc, à partir des expériences de Magendie, qu'est-ce qu'on a conclu? On a conclu bien sûr que le nerf rachidien, c'est un nerf mixte, comme le nerf sciatique. Le nerf rachidien, il est relié avec la moelle épinière, avec les deux racines. La racine dorsale, qui conduit l'influx nerveux sensitif, toujours vers un sens centripète afférent, vers la moelle épinière, qui joue le rôle ici, dans les réflexes, dans le cas des réflexes de flexion, le centre de réflexe, et l'influx nerveux moteur qui prend naissance au niveau de ce centre, il va passer vers les muscles à travers la racine ventrale du nerf rachidien qui conduit l'influx nerveux moteur toujours vers un sens centrifuge et efférent. Voilà. Donc, le nerf rachidien est un nerf mixte ou bien double. La racine dorsale ou bien postérieure permet le passage de l'influx nerveux sensitif, toujours centripète afférent, et la racine ventrale ou bien antérieure permet le passage de l'influx nerveux moteur, toujours centrifuge efférent. Voilà. Et voilà l'arc réflexe, c'est-à-dire le trajet de l'influx nerveux depuis les organes de sens, par exemple la peau, le nerf rachidien, ce nerf mixte ou bien double, la racine dorsale ou bien postérieure du nerf rachidien qui conduit l'influx nerveux sensitif. Et comment on peut distinguer ou bien entre racine dorsale et racine ventrale? C'est grâce à ce gonflement-là, nommé le ganglion spinal ou bien rachidien, qui renferme un neurone sensitif. Puis, l'influx nerveux, il va passer vers la substance grise. C'est là où l'influx nerveux sensitif, il va se traduire en influx nerveux moteur. Et le message nerveux moteur, il va passer à travers la racine ventrale du nerf rachidien ou bien antérieur vers les organes effecteurs. Et là, je parle des muscles. Il faut savoir aussi la notion synapse interneuronale. C'est quoi un synapse interneuronal? C'est la jonction entre les neurones. Donc, l'influx nerveux, il va passer toujours depuis le corps cellulaire vers l'axone, vers l'arborisation terminale. L'extrémité de ces terminaisons nerveuses
on va trouver des synapses. Donc, l'influx nerveux, une fois arrivé au niveau des synapses, il va conduire à la libération des neurotransmetteurs, bien les neuromédiateurs, comme l'acétylcholine, qui va par la suite permettre le passage de l'influx nerveux depuis un neurone vers un autre neurone. Et là, je parle de synapse interneuronale, c'est-à-dire la jonction entre les neurones. Voilà. Voilà l'influx nerveux qui passe depuis cette zone-là, donc la libération de ces neurotransmetteurs, il va permettre par la suite le passage de l'influx nerveux depuis cette zone-là, ce synapse ou bien ce neurone présynaptique, vers le neurone postsynaptique. Maintenant, on va passer au système musculaire et on va parler des muscles striés squelettiques, c'est-à-dire les muscles par l'intermédiaire du tendon se fixent au squelette et permet le mouvement de celui-ci. Bien sûr, les muscles striés, ce sont les muscles qui se relient avec le squelette. Voilà la structure des muscles striés, coupe transversale au niveau d'un muscle. Là, il s'agit d'un os. Le tendon qui relie le muscle avec l'os. Et voilà une coupe transversale, un schéma d'une coupe transversale qui montre la structure d'un muscle strié squelettique. Voilà les différents éléments. 1, c'est un os. 2, muscles. 3, tissus conjonctifs. 4, les vaisseaux sanguins, les muscles qui sont riches en sang. Pourquoi? Par la suite, les muscles ils vont effectuer le mouvement. Donc, ils auront besoin de l'énergie. Et l'énergie, c'est par l'intermédiaire de l'oxydation de glucose, en présence, bien sûr, d'oxygène, pour produire de l'énergie essentielle au mouvement. Donc, c'est les fibres motrices, bien les fibres qui sont rassemblées en faisceaux. Et voilà une fibre musculaire. Voilà une démonstration qui va nous permettre de voir l'intérieur d'un muscle strié squelettique. Voilà. Et là, chaque fibre musculaire est une cellule géante. Pourquoi j'ai dit fibre musculaire, cellule géante? Parce que chaque fibre, il renferme plusieurs noyaux. Et là, on parle d'une cellule géante polynucléée. Pourquoi j'ai dit polynucléée? Car il renferme plusieurs noyaux. Et la fibre musculaire, c'est l'unité fonctionnelle et structurale du muscle. Voilà. Structure de la fibre musculaire. Et voilà les différents les noyaux. Et là, j'ai dit, la fibre musculaire, c'est une cellule géante, tout simplement car il renferme plusieurs noyaux. On va parler aussi du rôle des muscles squelettiques dans la réalisation des mouvements, que ce soit un mouvement volontaire ou bien involontaire. Et là, j'ai pris l'exemple des deux muscles, biceps et triceps. Pourquoi on dit biceps, triceps, quadriceps? Là, on a les deux tendons qui relient ce muscle-là à l'os. Et là, on a 3 tendons. C'est 2 biceps. Triceps, c'est 3 tendons qui relient le muscle à l'os. Donc là, on a un mouvement de flexion. Et là, on a un mouvement d'extension. Donc là, pour le mouvement de flexion, ce muscle-là, il est gonflé. Donc, sa taille, sa longueur diminue, le diamètre, il augmente. L'autre muscle, il est dilaté. Donc, ce muscle-là, il est fléchisseur. Il permet la flexion.
Ce muscle-là, le triceps, il est extenseur. Il permet l'extension. Donc, on voit là que ces muscles-là, ils effectuent le mouvement d'une façon qui est opposée. C'est pour cette raison qu'on dit des muscles antagonistes. Une fois, par exemple, un muscle, il est contracté et il durcit, et il diminue de longueur, l'autre muscle, il est dilaté. Et vice-versa. Un mouvement d'extension, le muscle, par exemple là, le biceps, il est dilaté, alors que l'autre, qui permet l'extension, il est gonflé. Donc là, on va parler des muscles antagonistes, c'est-à-dire ces muscles qui effectuent le mouvement d'une façon opposée. Donc voilà un mouvement de flexion-extension, et voilà l'aspect de ce muscle-là lors d'une flexion et lors d'une extension. Il change d'aspect, il change de forme. Et voilà les tendons qui permettent de relier les muscles à l'os. Toujours dans le système musculaire et les muscles striés squelettiques, on va parler des propriétés des muscles. Là, on va exciter électriquement le muscle. Qu'est-ce qu'on voit? Il a changé de taille, il a changé de longueur. Le muscle là, la longueur, il diminue, il se gonfle, il durcit. Donc là, on va parler d'une propriété, c'est l'excitabilité et la contractilité. Pourquoi l'excitabilité et la contractilité? On a excité le muscle. Le muscle, il a changé de forme, c'est-à-dire qu'il a reçu l'excitation et par la suite, il se contracte. Là, on va retirer deux propriétés, l'excitabilité et la contractilité. Voilà une petite faute, c'est la contractilité, d'accord? On va chercher une autre propriété. Donc là, on va ajouter dans l'extrémité libre du muscle un poids, par exemple, de 10 grammes. Et par la suite, on va retirer ce poids. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le muscle, il revient à sa taille initiale lorsqu'on a retiré les 10 grammes. Donc là, on va parler de la troisième propriété du muscle strié, c'est l'élasticité. On va ajouter une autre masse de 20 grammes. Une fois on retire et on élimine la masse, le muscle, il revient à sa taille initiale. Donc là, on parle de l'élasticité comme propriété. Mais là, l'élasticité, elle est limitée. L'élasticité d'un muscle, il est limité. Pourquoi? Là, on a pris l'exemple, on a ajouté une masse de 60 grammes. Et lorsqu'on a éliminé cette masse, le muscle ne revient pas à sa longueur initiale, comme vous pouvez le voir là. Qu'est-ce qu'on va dire? L'élasticité du muscle, elle est limitée. D'accord? Donc, ou bien comme conclusion, on a trouvé les trois propriétés du muscle, à savoir la contractilité, l'excitabilité et l'élasticité. Mais l'élasticité du muscle, elle est toujours limitée. C'est-à-dire, si on exerce une force qui est supérieure à la capacité d'un muscle, le muscle, il va perdre son élasticité. Il va rester dilaté. Et là, on peut parler de l'élongation. Et l'élongation, ça peut par la suite engendrer une déchirure, une élongation qui est trop sévère. Ça peut causer une déchirure musculaire, c'est-à-dire les fibres musculaires qui vont être déchirées.
Là, on va parler de la notion de synapse neuromusculaire, à ne pas confondre avec synapse interneuronale. Donc, synapse interneuronale, c'est la jonction entre les synapses. Mais là, synapse neuromusculaire, c'est la jonction entre un neurone moteur, l'extrémité d'un neurone moteur et les fibres musculaires. D'accord? Nommée aussi la plaque motrice. Voilà une petite démonstration. Donc, l'arrivée de l'influx nerveux moteur au niveau de la terminaison d'un neurone moteur, il va engendrer la libération des neuromédiateurs ou bien les neurotransmetteurs et par la suite le passage de l'influx nerveux depuis cette zone-là vers les organes effecteurs, c'est-à-dire vers les muscles. Et par la suite, les muscles ou bien les fibres musculaires ou bien les myofibrilles, ils vont se glisser entre elles et par la suite, on va effectuer un mouvement. Voilà, c'est tout pour ce live. Et je vais réaliser et je vais consacrer une autre séance, mais pour les troisième années collège qui étudient l'SVT en arabe. Merci pour votre attention, portez-vous bien et à la prochaine.